Bonjour, bonsoir, chers amis téléspectateurs. Voilà, nous revoilà. Je suis très heureuse de vous retrouver. Je suis toujours heureuse d'entendre vos commentaires, de savoir que vous nous êtes fidèles. Et puis j'espère que ça va continuer tant que moi, je pourrai continuer. Alors aujourd'hui, en avant-première, on remercie Zouk TV, malgré ses difficultés, qui nous permettent de continuer à vous parler, à vous informer. Et puis, voilà, chercher des sujets, des problématiques de société qui nous font réfléchir même quand c'est difficile. Alors, je veux vous rappeler que Zouk TV a lancé un appel de fonds. C'est une télé dont nous avons absolument besoin et donc la station a lancé un appel de fonds pour que vous l'aidiez à se maintenir. Donc voilà, vous voyez souvent défiler sur Zouk TV un bandeau qui vous donne le lien et le site où vous pourrez faire vos versements, ou alors vous pouvez aussi déposer vos chèques dans les mairies, etc. Donc informez-vous et puis voilà, moi je pense qu'on est concerné par cette problématique-là, en tout cas la difficulté que traverse Zouk TV. Et si nous voulons un peu de diversité, un peu de liberté d'opinion, un peu de liberté de pensée, eh bien il nous faut préserver l'existence de Zouk TV. Donc voilà, n'hésitez pas, vous faites ce que vous voulez, un don à votre mesure en fonction de vos capacités. Et puis voilà, peut-être que ça nous permettra de continuer à nous rencontrer par Zouk TV, enfin par l'intermédiaire de Zouk TV. Voilà. Donc cet après-midi, voilà, on est de toutes les façons dans les problématiques, hein, ou cet après-midi, ou si vous regardez l'émission ce soir, eh bien, nous sommes préoccupés par un échange de mails ou de messages WhatsApp qui ont ciblé, visé certaines communautés qui vivent aux Antilles, en Guadeloupe en particulier. Et nous avons pensé que l'enjeu était assez important pour que nous en parlions et de la manière la plus franche qui soit, parce que les Indo-Martiniquais, Guadeloupéens et les Afro-Martiniquais et Guadeloupéens sont un seul peuple depuis les conditions dans lesquelles ils ont été mis ensemble dans le creuset de la plantation. Et nous pensons qu'il n'est pas bon du tout de laisser se développer certaines polémiques entre ces deux composantes, quel que soit ce que nous avons individuellement à nous reprocher ou à reprocher aux uns et aux autres. Donc cet après-midi, j'ai deux invités qui ont dirigé une association qui s'appelait Association culturelle Martinique-Inde et qui ont accepté donc d'échanger sur cette problématique, mais on vous tiendra au courant avant des raisons qui nous ont fait réagir. Je vous souhaite donc de passer un bon moment avec eux d'abord et puis de ne pas hésiter à nous interpeller, à nous écrire, à téléphoner à Zouk TV pour faire part de vos remarques. De toutes les façons, nous allons continuer à réfléchir sur cette thématique parce que les personnes de Guadeloupe concernées n'ont pas pu être dans l'émission cet après-midi. Voilà. Je vous souhaite beaucoup de plaisir et surtout, gardez votre esprit critique. N'hésitez pas à dire ce que vous pensez, puisque nous sommes assez bâillonnés, et que l'une des raisons pratiques, c'est de nous donner cet espace avec Zouk TV de réflexion franche et ouverte. Donc, voilà, faites de votre mieux aussi pour venir en aide à Zouk TV. À bientôt avec mes invités. Voilà, donc je reçois M. Michel Ponama. Bonsoir. Bonjour. Michel Ponama. Alors, je ne sais pas, vous étiez le premier président fondateur de la société, de l'association Martinique-Inde. C'est exact. Bonjour, Mme Svelda. Bonjour, chers téléspectateurs. Nous avions, en 83, pris cette initiative de contacter un ensemble
personnes, et je dis de personnalités aussi, indo-martiniquais, qui ont des marqueurs culturels, je dirais, indiens très forts. Et nous avions suggéré la possibilité de créer une association qui aurait une double fonction. D'une part, faire l'inventaire de ce qu'il y a comme patrimoine d'origine indienne, et deuxièmement, voir comment ce legs puisse être mis en partage au sein de la société martiniquaise et, en allant plus loin, et antillaise, et même dans les diasporas indiennes. Alors, je dois dire que en 83, et aujourd'hui ça doit plus de près de 40 ans, et nous... Une bonne trentaine d'années. Oui, autour de 36 ans à peu près. Une société s'est transformée. Et de ce fait, ce que nous pensions auparavant concernant la singularité des descendants d'immigrants indiens a changé aussi. En d'autres termes, si dans mes écrits, je parlais de communauté indienne en 83, il ne me semble pas pertinent de le faire aujourd'hui parce que les marqueurs identitaires, certains sont devenus obsolètes, ont disparu, et si vous voulez, et de ce fait, il y a aussi la prise en charge, je dirais, de cet apport indien dans l'ensemble de la société. La deuxième chose qui m'amène à le penser, c'est que depuis 81 aux à la décentralisation, il y a eu ce qu'on appelle des politiques culturelles mises en place au sein des collectivités où l'une des missions était effectivement de faire l'inventaire des apports culturels multiples d'une société et de les protéger, les promouvoir et mettre en partage au sein de la société. Donc nous arrivions, pour ce qui concerne les descendants d'immigrants indiens, à un fonds culturel qui serait de l'ordre du profane, la musique, l'art culinaire, etc. Et une partie qui serait de l'ordre du spirituel et qui de plus en plus est devenu quelque chose de l'ordre du privé. Donc une société démocratique qui fonctionne bien sûr au poste des lois, c'est valable pour tous, faire en sorte qu'il y ait un domaine du privé et un domaine du public. Et de plus en plus, nous sentons très bien que l'action culturelle dans notre pays, l'identité culturelle martiniquaise, qui est une identité complexe et d'origine indienne, afro-martiniquaise, africaine, européenne, autre, cette action culturelle est à dégager évidemment des considérations religieuses des uns et des autres. Alors, on va entrer dans plus de détails tout à l'heure. Ce qui nous intéresse en premier, c'est d'abord que vous vous présentiez, que vous disiez... Moi, je vous ai présenté comme un ancien président d'une association qui s'appelait donc Association culturelle martiniquaine, qui s'appelle toujours, mais vous n'en êtes plus le président, Association culturelle martiniquaine. Mais aujourd'hui, vous êtes président d'une autre structure. Hein? Oui. Voilà. Alors, et est-ce que vous voulez dire aussi qui vous êtes, ce que vous avez... Alors, bon, je suis un simple Martiniquais. Disons, du point de vue professionnel, j'ai été au service de l'éducation nationale et des conséquences de l'éducation publique dans notre pays, comme enseignant puis comme proviseur. Et je me suis beaucoup intéressé aussi à la littérature, c'était un peu ma formation de base, prof de lettres. Et donc j'avais produit un roman qui s'appelle Dérive de Josaphat, qui est publié chez L'Harmattan. Voilà, chez L'Harmattan, en 91. Et c'est, si vous voulez, l'errance d'un vieil Indien, ou d'un vieux coulis, comme on dira, dans l'espace de l'habitation. Donc, si vous voulez, c'est un lieu que je connais parce que c'est une habitation. Et
Donc je pouvais très bien voir à peu près ce que c'est comme société, espace colonial, et quelles sont justement les formes d'aliénation qui sont à l'œuvre dans cette vie sur l'habitation, travail ou autre chose, et qui font que, immanquablement, ces traces, ces séquelles restent dans notre société, et pourvu qu'on en soit un bon observateur. Alors, on va voir la répercussion de certaines de ces traces sur nos mentalités, mais avant, on va écouter monsieur, donc Antoine Nicole. Alors, dites-nous un petit peu, donc, qui vous êtes. Vous avez été aussi président à la suite de monsieur Michel Ponama de l'association martiniquaine. Voilà. Donc, je vous ai interpellé sur cette problématique depuis les élections européennes à la suite d'un message de Joël Ursule, et vous avez accepté de venir réagir. Mais d'abord, qui êtes-vous? Présentez-vous aux téléspectateurs. Donc, bonsoir aux téléspectateurs et téléspectatrices de Martinique. Donc, je m'appelle Nicole Antoine. Donc, je suis maintenant retraité. Et j'ai été donc le deuxième président de l'association culturelle Martinique End. Donc j'ai continué le travail commencé par l'équipe de Michel Ponama. Notre souci, c'était surtout de promouvoir la dimension indienne dans la culture martiniquaise, puisque dans cette société-là, la culture des dominés, entre guillemets, c'est-à-dire les afrodescendants et les indo-martiniquais. Indo-descendants et afrodescendants. Et comment dire, n'apparaît pas au quotidien. Et c'est une culture, à mon avis, bâillonnée. Et grâce au travail effectué par le député Aimé Césaire, qui a promu donc la dimension africaine, nous, de notre côté, avec nos faibles moyens, nous avons tenté de faire apparaître, de faire connaître la dimension indienne. Et donc, je suis assez content de ce que nous avons fait, notre équipe, parce que vous aussi, Madame Smiralda, vous faisiez partie de cette équipe. Nous avons fait connaître cette dimension-là, nous avons pu permettre aux Martiniquais d'origine indienne de connaître leur culture et d'être en paix avec eux-mêmes, puisque n'oublions pas qu'ils ont été pendant longtemps l'objet de mépris. Alors c'est vrai dans les deux îles, Martinique et Guadeloupe, mais sur le plan professionnel, vous étiez dans quel domaine? Parce que vous avez dit que vous êtes à la retraite. Oui. Oui. Alors, j'ai travaillé à la sécurité sociale pendant une bonne trentaine d'années. Ce que j'ai accompli avec, enthousiasme, parce que je considère que la sécurité sociale est un organisme qui joue un rôle très important dans la société martiniquaise. Et un acquis dont toutes nos composantes bénéficient, il faut le savoir, parce que ceux qui ont lutté pour ces acquis-là n'ont pas forcément, ne sont pas passés à la postérité de la manière qu'on lui souhaitait. Donc il faut souligner que nos luttes sociales, elles sont aussi un facteur, une raison de considérer que nous avons une société dont nous devons nous occuper et que parfois nous avons des luttes à mener qui ne sont pas nécessairement celles qui se mènent actuellement. Alors je vais vous dire l'objet de notre rencontre d'aujourd'hui. Il y a donc sur WhatsApp un message de Joël Ursule qui circule. Je vais vous le lire, il n'est pas très long, mais je voudrais dire à Joël que je connais, que j'ai reçu sur ce plateau, que j'apprécie beaucoup son travail, mais que l'enjeu du débat que pose sa déclaration est beaucoup trop important pour nos sociétés, pour la paix sociale dans nos sociétés, pour que nous fassions l'autruche au sujet de son positionnement et des réactions que son positionnement a provoqué, d'autant que
certaines de ces déclarations, enfin dans l'ensemble de son message, choquent. Donc voilà, Joël, si vous m'écoutez, je vous dis donc que nous ne sommes pas dans une guerre, ni avec vous, ni avec nos indo et afro-descendants. Nous sommes dans la recherche de terrain d'entente et nous le faisons avec la conscience que beaucoup trop de gens ont laissé dégénérer des situations, n'ont pas pris leurs responsabilités, ont fait l'autruche, ont gardé, si vous voulez, un silence qui pouvait être sinon complice, sinon coupable, du moins complice. Et de ce fait, nous allons nous prononcer cet après-midi sur votre message et sur la réponse que vous a envoyé ou qu'a publié ou qu'ont publié deux Indo-Guadeloupéens, Olivier Mounsami et Élie Chitalo. Donc, chers téléspectateurs, voilà, nous allons partager avec vous ces contenus-là et essayer de démêler ce qu'il y a à démêler, parce que notre souci, c'est, comme l'avaient fait d'ailleurs certains Guadeloupéens, deux Guadeloupéens, c'était d'œuvrer pour la paix sociale. Et s'il y a des guerres à mener, je ne suis pas sûre que ce soit entre indo et afro-descendants qu'il faille la mener, parce que ce sont deux composantes fondatrices avec des différences sur le plan historique en termes de date, parce que le groupe des afro-descendants ou des Africains de Martinique et de Guadeloupe, comme on veut, sont des groupes fondateurs. Et je suis l'une de celles qui l'affirment de manière insistante depuis quelque temps, parce que on a pris l'habitude de considérer que les Africains et leurs descendants, c'était des esclaves, donc ils n'ont rien apporté à cette société, et que ceux qui l'ont construite, à ces sociétés, ceux qui les ont construites sont les Européens. D'ailleurs, le fait qu'on s'appelle aujourd'hui créole traduit cette vision qu'on a de penser que l'Africain n'a rien laissé, n'a rien apporté à cette société, qui n'a fait que recevoir, alors que dans tous mes travaux de recherche, je vous montre justement que nos sociétés sont remplies d'africanité, que les Indo-Antillais arrivent dans ces sociétés près de 2 siècles, peut-être un petit peu plus, 2 siècles après les afrodescendants, et qu'ils trouvent donc une société constituée. Pour autant, de par les conditions dans lesquelles ils ont vécu, de leur proximité dans la vie de leur société, ce sont des groupes qui, à mon avis, malgré les petites rivalités, des difficultés de cohabitation qu'on peut comprendre, ce sont des populations qui viennent d'horizons, même si racialement, si on veut entre guillemets, ce sont des descendants africains et indiens. Ce sont des populations qui ont eu, avec le temps de justement de vivre des existences séparées, même si elles viennent du même continent originellement. Donc, nous ne voulons pas laisser se développer ce type de propos, et nous voudrions donc partager avec vous le contenu donc de cette du message de Joël Ursule. Donc je vous le lis, vous l'avez peut-être reçu sur WhatsApp. La nécessité de contextualiser, bien sûr, est très importante. Vous savez que ce message est paru à la suite des élections européennes qui ont porté le Front National en tout cas, qui ont fait du Front National le parti qui a récolté le plus de voix à ces élections. Et probablement que la réaction de Joël Ursule vient du fait que la représentante du FN à la Guadeloupe est une indo-descendante, une indo-guadeloupéenne. Donc, de là à faire l'amalgame ou d'étendre à tous les Guadeloupéens d'origine indienne le choix de cette personne,
eh bien, je crois qu'il n'y a eu qu'un pas que Joël a franchi, mais il faut que nous soyons prudents parce qu'on n'a jamais accusé, même si on pense qu'il y a complicité, on n'a jamais accusé tous les Italiens d'être des Mussolini ou tous les Allemands d'être des hitlériens, tous les Espagnols d'être des franquistes, tous les Français d'être des pétins, pétinistes. Vous voyez, c'est quand même... donc il y a quelqu'un, effectivement, qui décide voilà, de s'allier au Front National et... Voilà. En quoi cette décision engage l'ensemble des Indo-Guadeloupéens? Parce que vous allez voir aussi, nous allons travailler, réfléchir un peu sur le concept de communauté. Les Guadeloupéens, qui sont un groupe bien plus, en effectif plus nombreux que les Indo-Martiniquais, ne se définissent pas en termes de communauté et les Indo-Martiniquais non plus. Il n'y a pas de communauté indienne dans nos pays et je vais essayer de vous expliquer ce que sont ces communautés. Lorsqu'on parle de communauté, de quoi est-ce qu'on parle exactement sociologiquement? Donc voilà ce que dit Joël Ursule. Les Indo-Guadeloupéens qui ont voté Front National, là je suis estomaquée parce que contrairement aux afro-descendants, vos parents ont fait le choix de venir travailler ici. Ok, l'État les a oubliés, mais certains ont pu regagner leur pays d'origine des décennies plus tard et les autres sont restés par choix. Bon, on va rester, on va mettre des guillemets sur quand elle évoque la présence des Indos en termes de choix, on va mettre des guillemets parce que l'histoire nous montre qu'il y a eu beaucoup de mensonges comme on en a eu pour les autres, les Africains, etc. Beaucoup de mensonges quand ils n'ont pas été kidnappés, quand ils n'ont pas été enlevés de force, etc. Alors quand vos parents sont arrivés chez nous, voilà, un possessif qui a blessé les Indo-Martiniquais et Guadeloupéens. Ils ne parlaient pas français. Religion et coutumes étaient différentes. Ils étaient comme les Blancs Matignons. Ils vivaient entre eux. Ils ont subi les insultes des afrodescendants, ce que je déplore. Mais l'État a donné des parcelles de terre pour qu'ils restent ici. Ça n'est pas fondé. Les deux personnes qui répondent vous le diront. Ils n'ont pas eu de terre. Ils ont été à la terre exactement dans les mêmes conditions que les descendants d'Africains. Personne n'a manifesté pour que vous partiez. On ne vous a pas agressé physiquement. Les Noirs n'ont jamais demandé le départ des Indiens. Nous avons aujourd'hui une grande et prospère communauté indienne. Et aujourd'hui, voilà, le mot communauté est prononcé. Et aujourd'hui, certains d'entre vous enragent contre les étrangers de la Caraïbe. Incompréhensible. Ils ont la mémoire courte. Alors, je ne sais pas s'il s'agit des communautés caribéennes, afro-caribéennes. En tout cas, voilà, une phrase très ambiguë. Et d'autre part, quand elle nous dit les Noirs n'ont jamais demandé le départ des Indiens, moi j'aimerais que nous réfléchissions aussi sur le pouvoir que nous avons de dire ou de faire une réalité dans notre pays, dans nos pays. Parce que vous savez bien que nous sommes dans des pays colonisés et que, voilà, que nous le voulions ou non, nous pensons, nous respectons, nous revendiquons beaucoup de choses auxquelles nous n'avons pas accès parce que c'est le pouvoir central qui décide quand même. Pour finir, un petit message à la représentante donc, du Front National, je crois que ça s'appelle RN aujourd'hui. C'est quoi, République quoi? Rassemblement National. Rassemblement National. Alors, si sa famille était restée en Inde, donc en parlant de cette personne qui représente le Front National ou le Rassemblement National en Guadeloupe, si sa famille était restée en Inde, vu sa couleur de peau, elle ferait partie d'une caste. Elle serait certainement une intouchable. Méditation recommandée pour comprendre. Donc, ça nous demande aussi de comprendre l'histoire de l'Inde, entre autres, parce qu'aujourd'hui, on a des personnes qui sont foncées de peau et qui sont des brahmanes, ce qui représente la caste la plus élevée. Donc, il ne faut pas jouer non plus avec autant j'allais dire,
d'imprécision sur ces notions-là parce qu'elles sont dangereuses. Donc il y a des insultes qui ponctuent chaque réflexion. Je répète donc à la fin de son message, Joël nous dit « Je combattrai ces 9000 et quelques connards qui ont voté pour l'extrême droite, etc. etc. » Donc voilà un peu la partie qui concerne les Indos qui ont réagi à ça. Mais elle a accusé aussi les Blancs donc de France d'être parmi ces personnes qui ont fait le choix du Rassemblement national et probablement des Guadeloupéens afrodescendants. Donc, le fait que ce soit uniquement les Indo-Guadeloupéens qui ont réagi, nous a questionné aussi. Alors, si les Blancs ont réagi, on n'a pas de... Voilà, on n'a pas eu de connaissance de leur réaction. Et par ailleurs, on a interrogé aussi le fait qu'il y a en Guadeloupe des communautés, d'autres communautés. Je ne parle surtout pas des Caribéens, ni des Haïtiens, ni des Dominicains, qui n'ont pas de statut privilégié dans nos régions. Hein. Il y a un racisme de nous-mêmes contre nous-mêmes qui est assez affolant et qu'il faut dénoncer. Je parle d'autres communautés qui sont installées, qui ne font pas de bruit, mais qui profitent de tous les avantages des luttes des Indo, des Afro-Guadeloupéens et qui ont justement, comme pour les acquis sociaux, qui bénéficient aujourd'hui à toutes ces communautés. Donc, à partir de quels critères décide-t-on que les Indo-Guadeloupéens sont plutôt pour le Front National ou pas pour le Front National? Comment a-t-on examiné, décortiqué les votes? Quelle catégorie de la population a voté? On a vu souvent que ce sont les populations qu'on soupçonne le moins qui votent pour ce genre de partis politiques. Et ce n'est pas parce qu'elles sont souvent éloignées de leur pays que ça les empêche justement de faire des choix extrêmes. Donc, tout cela, moi en tout cas en tant que sociologue, m'interroge parce qu'il y a beaucoup de partis pris dans la décision de Joël. Ce que je comprends de Joël Ursule. Ce que je comprends par contre et que je partage avec elle, c'est le fait que sa déception est immense de voir que la Guadeloupe, qui est ce qu'elle est, mais nous avons le même phénomène à la Martinique. Je crois que le FN, le Rassemblement national, est arrivé aussi en tête, en deuxième position chez nous et en Guyane en première position également. Donc, si vous voyez, en sociologie, on vous dira, si vous voyez des phénomènes comme ça se répéter ou bien se dupliquer, c'est qu'il y a une régularité quelque part. Et vous avez observé le même phénomène en France, puisque Rassemblement national est arrivé avant le parti de Macron, LR, hein, RL, non, République en marche. C'est quoi? RM, je crois. Donc voilà. Est-ce que c'est les Indo-Guadeloupéens qu'il faut interroger ou éventuellement que les quelques Blancs, les Blancs de Guadeloupe ou toutes celles des autres communautés qu'on n'a pas interrogées, et y compris nous, nos Afro-descendants? Est-ce que c'est comme cela qu'on interroge un tel phénomène ou est-ce que, vu son ampleur à l'échelle nationale, on s'interroge aussi sur ce qui est en train de se tramer, de se passer dans notre société, puisque j'ai entendu M. Macron parler de guerres éventuelles. Enfin, j'espère que ça ne sera pas au pluriel, mais voilà. Et les nations se préparent à se faire la guerre. Vous le savez, il y a un raidissement à tous les niveaux dans nos sociétés, sociologiquement, une minorité de gens qui ont fait main basse sur toutes les richesses et qui, même quand, chez les Européens, ils se mettent à revendiquer un peu plus de justice sociale, eh bien, ils sont traités à la matraque. Et vous voyez que les gens au pouvoir n'ont pas décidé de partager ces richesses ou les richesses qui n'arrêtent pas d'accumuler ou en tout cas de protéger pour ceux qui sont les plus riches de leur société. Au contraire, et donc les inégalités étant absolument, on va dire, exponentielles, les peuples souffrant de souffrances qui sont quand même depuis plus d'une cinquantaine d'années
qui étaient beaucoup plus atténuées et qui donnent le sentiment que nos sociétés sont dans une crise insoluble. Tout cela fait qu'il y a une difficulté aujourd'hui à lire la société, d'autant que nous sommes dans des sociétés où la sociologie est diabolisée et qu'elle n'appelle pas, elle ne joue pas son rôle, surtout pas dans nos universités. Donc il faut qu'on comprenne ce qui est en train de se passer au lieu de se taper dessus et puis de faire comme à l'époque de l'immigration, de trouver des boucs émissaires dans des personnes qui elles-mêmes sont des victimes. Donc voilà, nous allons... j'ouvre le débat avec mes invités, par exemple, sur le contenu même de la lettre. Après, on verra comment les Indo-Guadeloupéens, enfin 2 Indo-Guadeloupéens, ont réagi. Alors, Monsieur Ponama, qu'est-ce que cette lettre vous a inspiré? La première chose, en fait, c'est que je l'ai eu... J'en ai eu connaissance sur les réseaux sociaux. Hein. Oui, WhatsApp. Oui. Et en fait, la première chose, ça commence par une injure, un juron. Hein. Alors, on est déjà dans une situation qui n'est pas de l'ordre de la rationalité, de la réflexion, mais de l'ordre de la passion, de quelque sorte. Donc, on s'attend véritablement que l'ensemble de propos soit de la même veine et on est servi. Bon. Ce que j'ai trouvé, et vous venez de l'évoquer, l'ensemble des points qui nous ont fait frémir, donner à réfléchir aussi et à réagir. Nous, c'est aussi bien, à toi de moi-même, que nos amis de Guadeloupe, et qui sont les signataires de la lettre, qui sont de vieux amis, avec qui nous avons mené une action associative ici, en Martinique, en Guadeloupe, et même à Trinidad, par exemple. Nous connaissons aussi leurs convictions politiques. Alors ça nous a paru léger au niveau de la réflexion, mais extrêmement dangereux par rapport justement à l'accumulation d'éléments qui relèvent du discours frontiste. Hein, c'est véritablement ce texte qui a circulé et que l'on prête à cet artiste qui a par ailleurs plein de qualités. Eh bien, ce texte est construit comme pourrait l'être un propos un tract de Front National, essentiellement. Et donc, ça parle davantage, je dirais, à la sphère passionnelle des êtres humains, hein, et qu'à leur raison. Et puis, les éléments qui sont évoqués concernant la vie politique sont faux. Il ne faut pas remonter très loin pour voir que, bon, vous avez, en Guadeloupe par exemple, vous aviez eu un député maire en la personne de Paul-Ernest Moutoussamy, député maire de Saint-François, et il n'a pas été élu, que je sache, ni maire ni député par un vote indien, couli ou autre. C'est un vote d'un député du Parti communiste guadeloupéen. Et que vous aviez le même phénomène aussi à Basse-Terre, à l'époque de Jérôme Cléry. Alors, il y a un patronyme qui n'est pas trop indien, mais la maman de Jérôme Cléry, me semble-t-il, c'est une indienne. Je sais quelqu'un que je connaissais, c'est lui d'ailleurs qui a fait le rapprochement, et Basse-Terre, Pondichéry. Donc, et vous en avez d'autres encore. Bon, à Sainte-Anne, vous aviez aussi un conseiller général. J'oublie son nom, il porte pas de patronyme indien, mais c'est un descendant d'immigrants indiens. Bon, lui, il était au RPR à l'époque. Bon. Oui. Alors, on ne va pas. Vous comprenez. Chercher. Donc, il n'y a pas de fondement politique là-dessus. La deuxième chose aussi, c'est les allusions à l'histoire de l'immigration indienne qui ne sont pas fondées. Alors, vous l'avez signalé, alors que bon, les immigrants indiens, au terme de leur contrat, n'ont pas reçu une terre. Il y en avait qui avaient pu effectivement acquérir, hein, puisqu'il fallait soit leur payer le retour, soit une indemnisation. Et tous n'ont pas été indemnisés, puisque certains ont été couillonnés pour ce qui nous concerne. Ils ont échoué en clochard
à Fort-de-France, bon, notamment. Donc, ça encore, c'est faux. Et puis autre chose aussi, bon, même l'histoire de couleur de peau et de caste, c'est pas la catégorie de caste, hein, me semble-t-il, n'est pas liée à une couleur d'épiderme. C'est des catégories, mais à la fois sociales par rapport à la fonction que vous avez, mais que l'on relie à une espèce de cosmogonie, c'est-à-dire autre terme, comme si Dieu vous a fait laveur de Dallot, pourrait-on dire, une toile de Dallot, ou bien vous a fait artisan, et puis vous avez guerrier, et puis donc vous appartenez à un ordre. Bon. Et ça n'a rien avec votre couleur de peau. Vous allez, en Inde du Nord, vous allez trouver effectivement des gens qui ne sont pas des brahmanes, mais qui sont clairs de peau. D'accord, on va revenir là-dessus. Donc ça, c'était la réaction sur le message de Joël qui est passionnel et qui énonce, qui situe d'ailleurs dans la réponse de Olivier Mounsami et Elie Chitalou, ils disent, en résumé, elle dit « tout ça qui pas nègre d'héros ». En effet, plus qu'une analyse, c'est une invitation à la déchirure et à la haine de l'autre que lance Madame Ursule. Alors nous, on n'est pas forcément dans des règlements de compte. Eux, en Guadeloupe, ont ressenti les choses de cette façon-là. Ce à quoi nous sert l'exemple de cette lettre et la réponse qu'elle a reçue, c'est notamment une plateforme en quelque sorte pour réfléchir aussi à ce qui se passe en Martinique, puisque c'est peut-être beaucoup plus sournois, beaucoup plus sensible, ça dépend des lieux, des endroits, des personnes, mais il y a aussi à interroger nos relations à la Martinique pour éviter justement que le phénomène du bouc émissaire ne revienne, puisque vous savez qu'après l'immigration, dans toute la période d'immigration indienne qui a été voulue par les colons, les Indiens ont véritablement servi d'instrument à leur politique d'annihilation de la volonté des Africains, de leurs descendants, d'entrer dans le salariat, et on leur a véritablement fait jouer leur rôle de concurrents. Et c'était écrit donc dans des ouvrages des travaux que j'ai menés. Dans cet ouvrage-là, la question de l'immigration indienne, j'explique en détail comment l'Indien a été instrumentalisé contre le noir. Donc, s'il y a des afros, enfin, les deux sont noirs, hein, excusez-moi, comme le disent, ce sont des mélanos, des mélanos africains ou des mélanos indiens, etc. Tous les deux sont des noirs, sauf qu'il y en a qui s'appellent nègres et d'autres noirs, bon, peu importe. Ce qui est important de comprendre, c'est qu'on a joué les uns contre les autres. Est-ce que c'est dans cela que nous sommes encore 165 ans après? Est-ce que nous avons décidé de garder ce cadre colonial de relationnel, de cadre établi dans lequel il était précisé aucune solidarité ne doit se développer entre ces deux groupes, il était très important qu'ils ne parlent pas la même langue, qu'ils ne se comprennent pas, bien qu'on les ait, j'allais dire, foutus tchèques en bloc dans le creuset de la plantation, et qu'ils l'aient voulu ou non, ils étaient obligés de se fréquenter et de se connaître. D'ailleurs, les Indiens ont été très vite ont très vite appris à parler la langue que les Noirs parlaient pour se comprendre et à vivre comme eux. Donc, ce sont deux groupes qui ont vraiment vécu au sein de la plantation. Il n'y a pas d'autre groupe chez nous qui ait connu cette existence-là. Et il est très important que vous compreniez que ce que vous appelez métissage, d'ailleurs à la Martinique, tout le monde s'est échappé coulis, ou bien tout le monde n'a qu'à dit. Il y a beaucoup de gens en patronyme indien qui vous disent oui, grand-mère, grand-père, tonton, tati, c'est des Indiens. Ça ne se voit peut-être plus phénotypiquement, mais voilà, les Indiens ont irrigué nos composantes et au niveau génétique, si vous voulez. Mais enfin, c'est pas de cela. Nous ne sommes pas dans la racisation ni dans la substantialisation. Nous sommes dans la compréhension d'essayer de comprendre un discours qui se maintient dans la racisation, alors que nous avons franchi, il me semble,
vécu un certain nombre d'épreuves que nous croyions avoir surmontées. Alors, c'est quoi ce retour de nos vieux démons ou de vieux démons que nous croyions avoir chassés définitivement? Il est important. C'est pour cela que nous vous avons dit que nous voulons vous parler de cette problématique cet après-midi. Donc, ce que je veux vous dire sur la question de la couleur, Madame Joëlle Ursule a peut-être raison. Dans un ouvrage qui est paru chez l'Harmattan, qui s'appelle Variations sur la peau, j'ai écrit, moi, une analyse sur l'origine raciale d'ailleurs qui s'intitule Couleur de peau et classification. Vous voyez, donc c'est un ouvrage collectif qui est paru, donc Variations sur la peau, qui est paru chez l'Harmattan en 2007. Et j'analyse l'origine raciale, raciste de l'organisation en caste de la société indienne. Ce que l'hindouisme, ou en tout cas un certain nombre de penseurs européens notamment, nous ont fait croire, c'était qu'effectivement, il n'y avait pas de lien, que la question des couleurs n'existait pas en tant que couleur raciale, enfin appartenance raciale, mais en tant que vision cosmique, etc. Non, quand on entre dans l'histoire, depuis l'invasion des Grecs de Alexandre le Grand en Inde, la société indienne a été extrêmement racisée et justement on a un dégradé de couleur qui correspond au nombre de gouttes de sang noires qu'on a pu relever ou qu'on a cru relever dans les veines. Alors c'est un discours qui est peut-être nouveau, mais il y a une réalité dans la société indienne qui est que effectivement l'essentiel des castes supérieures sont à peau très claire, qu'aujourd'hui il y a une politique d'évacuation de toutes les peaux foncées et peaux noires. Cela ne signifie pas pour autant que vous n'allez pas trouver chez les brahmanes ou dans certaines castes supérieures des noirs, des indiens noirs, c'est-à-dire à peau noire. Mais aujourd'hui, toutes les problématiques qui sont circonscrites autour du blanchissement de la peau chez les Indiens, et qui est un phénomène de plus en plus remarqué et remarquable, ce phénomène-là est lié à cette racisation de la société indienne qu'il ne faut pas nier. Donc, quand Madame Ursule dit ce qu'elle a dit, vos parents, si vous étiez en Inde, vous seriez intouchables. Non, ça n'est plus vrai, mais c'est vrai que les intouchables sont essentiellement les autochtones indiens que les envahisseurs ont refoulé au pied du sous-continent, puisqu'ils l'appellent sous-continent, en tout cas dans le pays tamoul, dans le Tamil Nadu, et qu'ils ont traité effectivement comme des pouilleux, donc en leur enlevant pratiquement leur civilisation et en les empêchant d'exister dans la dignité sur leur propre terre. Donc il y a une histoire de l'Inde à connaître, parce que nous verrons peut-être avec Monsieur Antoine Nicole, qui a des exemples à raconter, ce qu'on reproche aux Indiens dans plusieurs sociétés caribéennes, parce qu'il y a eu des guerres civiles entre Surinamiens, Afro et Indo. Il y a eu, à Trinidad, il y a une situation tendue dans d'autres régions du monde. Alors, il y a peut-être une tendance, à la Jamaïque, je sais que c'est très difficile d'être indien aussi. Donc, il y a peut-être des tentatives de transposition sur les Antilles, enfin Guadeloupe, Martinique, de situations qui existent par ailleurs dans la Caraïbe ou qui existent dans l'Inde. En Inde, les Noirs ne peuvent pas dire qu'ils sont reçus à bras ouverts. Il y a beaucoup d'Indiens de Noirs qui sont persécutés, et tout cela maintenant passe par les réseaux sociaux et nous crée peut-être dans nos têtes certaines formes d'amalgame. Mais il faut bien que nous soyons conscients que nous formons maintenant des entités qui ont des dynamiques propres. Il ne s'agit pas de plaquer sur nos sociétés, parce que les réseaux sociaux sont ouverts aux 4 vents, de plaquer
c'est des réalités sociologiques sur nos sociétés qui ne sont pas. Il y a vraiment un effort de part et d'autre de nos communautés de vivre, d'assurer un vivre ensemble résilient et apaisé, même si, comme je vous le dis, sur le plan privé, on peut entendre des choses qui sont blessantes encore aujourd'hui, quel que soit l'effort qu'on fait pour être dans un autre discours que dans un discours, on va dire, racisant ou racialisant, comme vous voulez. Donc, est-ce que, je sais que vous l'avez lu plus tardivement, Monsieur Antoine, qu'est-ce que vous en avez pensé du texte de Madame Ursule? C'est-à-dire que quand j'ai lu ce message sur WhatsApp, j'ai été vraiment attristé parce que pour moi, Madame Ursule représente toujours, une artiste de valeur qui a souvent pris position pour la défense des afro-descendants. Et donc, c'est dire que la coexistence entre afro-descendants et indo-martiniquais reste encore fragile. Je me rappelle que lorsque l'association culturelle Martinique se constituait, nous étions allés voir avec Michel Bounama, le maire Aimé Césaire. Et un grand visionnaire, un grand homme d'une grande intelligence, il nous avait dit: faites attention de ne pas éveiller les vieux démons du racisme. Alors que nous venait pour dire que nous sommes une partie intégrante de cette société. Donc, c'est dire que cette coexistence est encore fragile. Et ce fait-là est encore sous-jacent en Martinique parce que le bus du Mahatma Gandhi, j'espère qu'on va parler de ça tout à l'heure, a été enlevé et il y a un courant de pensée qui pense et qui véhicule le fait que le Mahatma Gandhi était un raciste. S'agissant de ce... On va revenir sur Gandhi tout à l'heure, puisque c'est quand même important. Et ça, c'est le cas de la Martinique. Oui. On essaye d'élucider d'abord... D'accord. Donc, ce message-là, est, à mon avis, peut avoir des conséquences désastreuses pour le reste de la population. Parce que Joëlle Ursule, c'est une personnalité. Oui, de la culture, du monde de la culture. Donc, quand elle dit « chez nous », je trouve ça dangereux. Ça veut dire que les Indo-Martiniquais et les Indo-Guadeloupéens ne sont pas chez eux. Alors que moi, je dis que nous sommes, nos ancêtres, les ancêtres africains et les ancêtres indiens, ont construit ce pays ensemble. Et malgré les tentatives faites pour les diviser, parce que quand on a fait venir les Indiens en Martinique, c'était donc pour créer le système, mettre en place le système divisé pour régner. Mais le génie populaire a voulu que nos ancêtres aient eu la bonne idée et l'intelligence de vivre ensemble sur des habitations. Ils étaient dans la plantation, ils étaient obligés de s'entendre et de trouver... Parce qu'ils avaient compris un vivre ensemble, qu'ils étaient victimes d'un système. Qu'ils étaient victimes d'un système. Donc, je pense qu'il faut faire attention à ces informations qu'on lance comme ça sur les réseaux sociaux. Je me rappelle, et je dis avec force, que les Martiniquais d'origine indienne et d'origine guadeloupéenne sont chez eux. Et il n'est pas question au jour d'aujourd'hui de chercher encore à nous diviser. Ça n'a pas d'intérêt. Nous sommes un peuple en construction. Il faut au contraire tout mettre en œuvre pour que nous fassions peuple. D'accord. Alors, chers amis, nous avons... là, j'ai les points sur lesquels les Guadeloupéens, donc Elie Chitalou et Olivier Monsami, ont réagi. C'est long, donc si vous voulez avoir le texte complet, faites-en la demande, on peut vous la mettre à disposition. Donc, sinon, je vais juste évoquer les grandes lignes. Alors, ce sur quoi ils ont réagi. Quand vos parents sont arrivés chez nous, donc j'ai dit tout à l'heure, je pense qu'il faut éviter les analyses un peu récupératrices qu'on a dans la société de dire que tout le monde a construit la Guadeloupe ou tout le monde a construit la Martinique. C'est faux.
J'ai pris l'habitude parce que vous savez que j'ai d'abord été chercheur sur les composantes, enfin en tout cas la composante indo-martiniquaise, tant que j'ai été à l'université et que j'avais à écrire des travaux jusqu'au jour où je me suis rendu compte que les Indiens, c'est une minorité. D'ailleurs, c'est ainsi que je les ai toujours nommés dans mes travaux. Et on avait l'impression que la majorité était connue, qu'elle avait effectivement des assises, des fondations solides, et que voilà, elle se connaissait et qu'elle faisait des choses en toute connaissance de cause, jusqu'au jour donc, où moi je me suis rendu compte que notre composante fondatrice, les afro-descendants ou africains de Martinique parce qu'il y a des gens, hein, je vous le précise, il y a chez nous des gens qui veulent être appelés africains martiniquais comme africains américains ou africains guadeloupéens. Donc on tient compte de cette volonté-là parce qu'il y a un désir de s'approprier sa présence et la capacité, le pouvoir de se nommer. Donc on tient compte de cette volonté-là. Donc voilà, parfois je vais dire l'un ou l'autre, mais c'est pas bien grave pour l'instant. Ce que j'étais en train de vous dire, c'était qu'il y a dans la construction d'une société, et la polémique elle est exactement comme ça pour l'Égypte antique, où les Blancs sont en train de nous dire que c'était des métis qu'il y avait en Égypte antique, et pour enlever toute, si vous voulez, toute participation des Noirs africains à la construction de la société égyptienne. C'est dangereux parce qu'il y a, j'allais dire, une évolution chronologique dans l'histoire des peuples qu'on peut suivre. Et quand nous parlons de nos sociétés antillaises, il y a bien deux groupes fondateurs, même si on n'a jamais présenté les Africains ou les Afro-descendants comme un groupe fondateur, c'est un groupe fondateur. Et ils sont là donc avant tout le monde. Et tout ce qui a constitué, avant toutes les autres composantes, tout ce qui a constitué, j'allais dire, la sphère domestique sans que ça soit méprisant ou dévalorisant, c'est-à-dire toute la vie du peuple, sa culture, ses échanges, sa manière de concevoir son existence, sa spiritualité, etc. Tout ça, c'est un espace, je l'ai montré dans un de mes ouvrages qui s'appelle La culture de l'entraide, tout ça, c'est vraiment une dimension africaine de notre civilisation, de notre culture antillaise, afro et indo. Maintenant, il se trouve que dans la chronologie, dans la façon dont nos sociétés ont été peuplées, il se trouve que près de 200 ans, non, 200, donc près de 2 siècles après, arrive une autre composante qui, elle, va être versée dans des conditions de vie qui sont celles des Africains. On a beau dire qu'ils avaient des contrats de travail, etc. C'est vrai, mais il ne faut pas non plus la faire d'amalgame, parce que les Indiens n'ont pas été, comment vous dire ça, dévalorisés ou déshumanisés comme l'ont été les Africains. Et ça marque une différence. Il est très important qu'on comprenne et qu'on garde présent à l'esprit cette dimension-là. Les Indiens ont vécu dans les mêmes conditions matérielles que les Africains, ils n'ont pas été déshumanisés, donc ils ont peut-être eu des capacités de rebondir beaucoup plus rapides que les Africains qui, eux, ont été véritablement écrasés, dominés, et même après, même aujourd'hui encore, qui n'ont pas un statut d'homme libre, véritablement, parce que c'est plutôt un statut d'affranchi, et après l'abolition de l'esclavage, qui n'ont pas été dédommagés, qui n'ont rien reçu par rapport aux promesses qui étaient faites aussi chez les Africains américains. Voilà, les promesses de distribution de terres etc. n'ont pas été... donc les Africains n'avaient rien pour démarrer. C'est important qu'on le comprenne. Et donc quand on va faire des rapprochements, on le fait. Mais quand Madame Ursule dit ce qu'elle dit, elle est dans quelque chose qui exclut totalement cette composante indienne
d'une certaine construction de la société, des sociétés antillaises. Et c'est en cela, cette façon d'exclure qui est violente, qui blesse ceux qui sont là. Mais sur le plan historique, chronologique, je pense qu'il faut qu'on évite un certain nombre d'amalgames. Quand on dit tout le monde a construit, il y a une société qui est fonctionnelle lorsque les immigrants, les Blancs, les Indiens en premier, même s'ils ont continué à la construire, les Blancs et toutes les composantes juives, libano-syro-libanaises, dont on ne dit rien, mais qui sont des composantes actives, qui sont des gens agissants de nos sociétés, eh bien, quand ces gens-là arrivent, la société est constituée. Ils entrent dans ce moule et ils bénéficient de tous les acquis qui sont très souvent le résultat de luttes de nos aînés afrodescendants et bien après, comme je le dis, je tiens à marquer ce temps-là indo-descendant, puisque vous allez voir dans les grandes luttes septembre 70, les 16 de Basse-Pointe et puis beaucoup d'autres grandes luttes sociales, les Indiens ont été absolument présents, même s'il y a eu des tentatives de dire qu'ils ne se sont jamais mêlés, qu'ils n'ont pas pris part aux luttes sociales à la Martinique. C'est faux. Donc on n'est pas en train de dire que là on a des héros et là des anti-héros. On est en train de lire l'histoire, de dire l'histoire et de rester honnête par rapport à la façon dont nos sociétés se sont structurées. Voilà. Donc ça, c'est une chose. Et quand nos amis réagissent en disant, vous nous dites, en fait, tout ça qui panègue d'erreur, quand vous dites, vous êtes arrivé chez nous, la Guadeloupe, c'est à nous, c'est pas taillot, revient, disent nos deux, ceux qui ont écrit, qui ont répondu. Le chez nous est très symptomatique de son état d'esprit et de celui de certains qui considèrent que la Guadeloupe, c'est payer un nègre tout seul. Bon. Je ne sais pas quoi faire de cette présentation-là. Je ne l'aurais pas. C'est pas comme ça que j'aurais forcément répondu à cette dimension de la remarque de Madame Ursule. Donc la réponse c'est la Guadeloupe, c'est en nous aussi. Bon, c'est ce que vous venez de dire, Monsieur Nicole. Ça veut dire que les Indo-Guadeloupéens qui ne savent plus retourner chez eux, comme beaucoup d'Afro-Guadeloupéens, ils sont chez eux en Guadeloupe. Entre-temps, leurs ancêtres sont à l'origine d'une société nouvelle qui est née dans la violence et dans tout ce qu'on veut. Donc, on a cette société en partage des deux côtés. D'accord ? Le chez nous, donc, ça peut beaucoup blesser des gens qui, eux, ne se disent pas « j'ai un autre ailleurs, j'ai un autre pays, mais j'ai des racines ailleurs ». C'est pas la même chose. Et c'est parce que je me suis rendu compte que on a privé les Africains, les Afrodescendants de toute racine que je me suis mise à porter ma recherche sur notre composante africaine, sur nous qui sommes absolument dans l'africanité aussi. Donc, je découvre que la question des racines, elle ne concerne pas seulement les indo-descendants, mais également les afro-descendants, à qui on a empêché, on empêche encore l'accès à soi. Et le combat qu'on a à mener, c'est vraiment celui-là. Donc, c'est pas de créer du communautarisme, mais se dire que chaque peuple a droit à ses racines et qu'on ne peut pas lui dire « tu es devenu créole en 2 temps 3 mouvements ». Et être créole, ça veut dire être un magma dans lequel on ne reconnaîtrait plus d'où on vient et on ne revendiquerait plus une racine. Comment aucun peuple non noir vivant dans nos régions n'est empêché de vivre dans ses racines, qu'il soit juif, qu'il soit afro-syro-libanais, qu'il soit colons, qui sont eux-mêmes là depuis 300-400 ans. Personne n'est empêché de vivre dans ses racines. Et donc c'est aux minorités dominées qu'on demande d'oublier leurs racines et de devenir créoles. Donc moi, mon travail a consisté, dans un premier temps, à chercher nos racines, même si aujourd'hui nous disons il ne s'agit pas d'aller vivre dans ces racines qui parfois ne nous reconnaissent pas beaucoup. Il s'agit de dire que nous avons, dans toutes ces difficultés-là, créé une société ensemble avec un décalage dans le temps. Et pour moi, ce décalage est important. Les Africains dans nos sociétés sont absolument déterminants dans la construction de ces sociétés.
Ensuite, elle dit langue guadeloupéen, voilà, donc vous parlez créole, etc. Et eux, ils répondent, c'est grâce aux Indo-Guadeloupéens que la langue créole a été préservée, parce que c'est vrai, elle a été parlée du fait qu'ils étaient dans l'agriculture, dans les champs, ils l'ont préservée, c'était des ruraux plus que des citadins, et cette langue a été préservée parce que eux la parlaient beaucoup, ce qui est vrai. Même si aujourd'hui on a un retour de la langue. D'ailleurs, on sent bien combien les Guadeloupéens sont imprégnés de leur langue. Et ça, c'est aussi un apport culturel africain que les Guadeloupéens ont préservé. Les Indo-Guadeloupéens ont préservé aussi, même s'ils n'en sont pas les inventeurs. Maintenant, on trouve des mots indiens, bien sûr, dans la langue, comme dans la langue allemande, vous avez au moins 30% de mots anglo-saxons. Dans la langue, dans les langues européennes, vous avez énormément de mélanges. Pourquoi on n'aurait pas ça dans nos pays qui sont aussi composites? Ensuite, ils vivaient entre eux, les gens répondent. Nous précisons simplement que s'il peut s'agir d'union intercommunautaire, il n'est nullement question de consanguinité. Posons-nous la bonne question de savoir ce qui a provoqué ce repli sur soi. Les Indiens ont été ghettoisés, ostracisés, vilipendés, ignorés jusqu'à un passé très récent, et nous en savons quelque chose à la Martinique, puisque les choses se sont passées de la même façon. Est-ce qu'on va dire pour autant que ça n'a pas existé parce qu'il faut que dans le vivre ensemble, tout soit beau, tout soit gentil? Non, il y a eu beaucoup de conflits, notamment dans le vécu au quotidien de ces composantes, mais ce que disait M. Antoine, toutes ces difficultés ont été surmontées. Il y a plus ou moins de résilience. Il y a des gens qui ne pardonnent pas. Moi, j'ai rencontré un artiste martiniquais, qui était absolument virulent, en me disant les Indiens sont des racistes de Martinique, parce que un de ses amis sortait avec une Indienne et a eu des difficultés avec les parents de son ami, et je peux vous certifier qu'il y a des cas comme cela. Plus les Indiens sont issus de castes, puisque vous venez d'une société extrêmement racisée, plus les Indiens sont issus de castes avec des valeurs, vous verrez, ça n'a pas nécessairement de connotation raciste, mais on doit épouser quelqu'un de sa caste, on doit rester dans la race, se transmettre. Ça n'est pas comme chez nous où nos descendants sont de plus en plus blonds aux yeux bleus. Et il faut quand même qu'on comprenne qu'il y a des gens qui ont envie de se préserver dans leur corps et dans leur culture. Chez nous, on nous a appris la dilution et ça a l'air d'être devenu une seconde nature, mais il faut qu'on sache que ça a des conséquences aussi sur l'existence des peuples. Dans beaucoup de pays, comme dans tout le nord de l'Inde, blanchisé, vous avez la disparition d'un peuple qui était tamoul ou dravidien, surtout ceux-là, les dravidiens, qui ont disparu. Voilà. Donc, il y a d'autres réponses auxquelles je veux juste vous souligner. C'était, nous avons aujourd'hui une grande et prospère communauté indienne. C'est ce que dit Madame Ursule, et la réponse est, là encore, nous sommes dans le cliché. Indiens, c'est moun à l'argent. Nous réfutons fermement le terme communauté indienne. Nous avons aujourd'hui des Indo-Guadeloupéens de toutes conditions, des plus pauvres aux plus riches. Un point, c'est tout. Mais tous sont des Guadeloupéens. En sixièmement, aujourd'hui, certains d'entre vous enragent contre les étrangers de la Caraïbe. Incompréhensible, ils ont la mémoire courte. Nous fustigeons tous les xénophobes guadeloupéens, qu'ils soient nègres ou indiens. Et à ceux qui ont la mémoire courte, nous rappelons que Ibo Simon, qui a été l'un des premiers à monter les Guadeloupéens contre les étrangers caribéens, n'était pas, sauf erreur de notre part, un Indien. À ce sujet, nous adressons en annexe un courrier que nous avions co-signé à l'époque et envoyé au CSA. Et ce courrier dit, la chose suivante, je ne vais pas vous le lire, mais vous pourrez la voir en copie. Préservons la paix civile en Guadeloupe, qui a été envoyé à toutes les institutions, les radios, les médias, etc. de Guadeloupe,
et c'était à la suite donc des positions de M. Ibo Simon, où il a été question de dire préservons la paix donc entre les communautés à la Guadeloupe, parce que vous savez qu'il y a eu bien des espèces de je ne vais pas dire pogrom, c'est violent, mais contre des Haïtiens et des Dominicains qui ne demandaient qu'à vivre en paix, à survivre dans ces régions par rapport à parfois des situations difficiles dans leur propre pays. Et voilà que des nègres même ont monté la population contre ces gens-là. Et à la Martinique, j'entends aussi beaucoup de gens dire les Haïtiens, il n'y a pas aimé Haïtiens, et je demande, mais Haïtiens, c'est nous. C'est quoi cette posture-là? Et elle est fréquente. Donc il faut qu'on fasse attention, parce que ceux que nous pourchassons, ce sont ceux-là qui sont des nous-mêmes et qui ont connu les mêmes difficultés, les connaissent encore. Et n'allez pas vous imaginer que nous soyons des privilégiés au-delà des illusions que nous avons sur nos privilèges, parce que nous sommes des peuples, permettez-moi de le dire, en tout cas moi, dans mes constats, des peuples très largement colonisés qui n'ont pas encore accès à eux-mêmes, qui n'ont pas un enseignement qui leur restitue leurs racines et qui leur interdit même de revendiquer leurs racines. J'étais à Lyon la semaine dernière et plusieurs doctorants m'ont dit: quand nous faisons un doctorat, nous n'avons pas le droit de citer des auteurs noirs. Et vous avez des librairies, des éditeurs qui débordent d'ouvrages écrits par des noirs. Vous avez des noirs dans les universités ou des indos aussi. Et vous n'entendez pas parler de leurs travaux, vous ne les voyez pas dans vos médias, vous ne les voyez pas faire l'opinion de leur peuple. Tout est soumis justement à un dictat. N'allez pas me dire que nous sommes plus libres que ça si nos étudiants, nos doctorants n'ont pas le droit de citer des auteurs de leur communauté, entre guillemets, en sachant que nous ne sommes pas dans des sociétés communautaristes comme à l'américaine, bien que, compte tenu du comportement des ghettos blancs à la Martinique, nous pouvons dire qu'il y a des communautarismes qui sont tolérés et d'autres qui sont décriés. Donc, dans des sociétés aussi injustes, nous devons donc essayer de trouver des raisonnements qui soient autrement passionnels et qui mettent en danger un équilibre qui est encore fragile, comme disait M. Antoine Nicole, un équilibre fragile et qui peut basculer effectivement quand nous avons des propos aussi, déconsidérants pour certaines composantes qui construisent, parce que je vous rappelle que les Indiens ne déportent pas ou ne transfèrent pas leur argent dans un pays qui s'appellerait je ne sais quoi. Ils travaillent, ils sont peut-être riches en Guadeloupe, c'est un problème à régler entre Guadeloupéens, mais l'argent est en Guadeloupe. Les investissements sont en Guadeloupe. Ils enrichissent ce qui est devenu leur pays. Et on comprend qu'ils aient le droit de dire c'est notre pays aussi. Voilà. Donc je vous laisse réagir. Alors, j'ai juste une observation. Enfin, c'est Antoine davantage qui me l'a ramené et aussi inspiré. C'est à partir en fait de Césaire que je dirais qui m'a beaucoup plus apporté que la lecture de Gandiote. Le maître pour moi c'est Césaire. Mm-hmm. Et il nous disait d'ailleurs méfiez-vous de réveiller les vieux démons et vous aurez après la négritude, vous aurez avec son séjournement une sabinitude, une colitude, une multitude, etc. et on ne sortira pas. Et une autre fois, nous échangeons, il m'avait dédicacé un ouvrage. Et il met l'homme d'une minorité en quête d'universel. C'est-à-dire, son objectif, en quelque sorte, c'est que nous regardions tous l'avenir dans la même direction. Oui. Et d'ailleurs, il exprime, et je reviens souvent à cette citation du cahier, où il dit « Comme il y a des hommes hyènes et des hommes panthères, je serai un homme juif, un homme caf, un hindou de Calcutta, un homme de Harlem qui ne vote pas. » Et quand nous sommes allés le voir à la mairie, 184 à peu près. Il y avait Paul Gabou qui nous accompagnait. Et bon, j'étais membre du Parti progressiste. Et il nous racontait de ses relations avec les Indiens qui étaient au bureau. Il nous
parlait aussi de ses collaborateurs, parmi lesquels il y avait des Indiens, etc. Mais c'était très détendu, et puis ses amis. En d'autres termes, et ce qui ressurgit, c'est voilà ce à quoi je vais arriver, c'est que j'ai l'impression que nous revenons à un vieux schéma mental qui est imprimé depuis de notre inconscient, depuis l'esclavage. C'est la perception de la société en taxonomie, en classement selon les couleurs, hein? Le blanc, le demi-blanc, etc. Les degrés de pureté aussi, bon. Et avec aussi en même temps des valeurs et des sous-valeurs. Bon. Et ça ne semble plus fonctionner maintenant, et on va chercher la figure de l'étranger même au sein de nous-mêmes. Voici un cas où maintenant on cherche un étranger en Guadeloupe qui est les Indiens. Bon, alors c'est ça qui est grave. C'est la figure du bouc émissaire. Oui. C'est ça qui est grave, comme il y en avait chez les Juifs, il y avait tous les Juifs, partout. Toutes les sociétés. Les Hutus et les Tutsis, etc. Bon. Et ça veut dire, alors voilà, et pour quelles circonstances vous l'aviez signalé, c'est les élections européennes. Les élections, c'est l'offre politique française à laquelle ont répondu de façon différente des courants d'opinion, des courants d'opinion qui sont des Guadeloupéens, ou Guadeloupéennes, des Martiniquais, etc., en fonction de leurs convictions ou de leur insatisfaction, de frustration par rapport au pouvoir. Et non pas, on ne va pas les combattre sur leurs idées, on va tout simplement les tenir pour responsables de la grande contrariété et déception que l'on éprouve, et en les tenant parce qu'ils sont voulus qu'ils ont voté Front National. Or, ils ont tous voté. Hein. Alors, ce qui est encore une aberration. Alors, c'est un degré, je veux dire, de réflexion qui, je m'excuse, est assez primaire et dangereux. On le retrouve aussi ailleurs, hein. Bon, on peut le trouver en France aussi, mais ce n'est pas une raison pour que nous puissions nous satisfaire ça. Il faut combattre ce genre de pensée. Oui, puis nous avons toujours relevé les défis de l'instrumentalisation d'un groupe par un autre. Césaire l'a fait, c'est vrai. On se rappelle même que Césaire et Senghor ont été d'accord pour créer tellement dans leur esprit les Dravidiens étaient des Africains, ou en tout cas issus du continent africain, pour créer un département à Dakar, au Sénégal, un département d'études indiennes. Et Senghor faisait venir des spécialistes, des anthropologues de l'Inde, de l'Inde au Sénégal, et chaque contrat était d'une durée de 5 ans. Et pendant ce temps-là, non seulement le monde indien, dravidien était enseigné, mais les enseignants, les anthropologues indiens faisaient beaucoup de recherches comparatives sur les sociétés indiennes. Et il y a un travail d'ailleurs sur lequel je n'ai pas réussi à mettre la main. C'est une anthropologue qui accompagnait son mari de l'Inde, qui a fait une comparaison entre la culture du Sénégal, la culture domestique, toute générale du Sénégal et du sud de l'Inde, et qui a trouvé énormément de similitudes. Et même dans la musique, on l'a vu, on a énormément, quand on entend certaines musiques du Mali, on a l'impression d'être dans le sud de l'Inde. Il n'y a pas de... Donc ces histoires-là, on a des grands hommes, alors moi je ne suis pas un Senghor, c'est un peu différent, mais en tout cas, lui il a vu la nécessité de faire ces rapprochements, mais Césaire n'a jamais arrêté, même si on a dit qu'il a tué le fait indien, qu'il n'en a pas parlé, il l'a fait à sa façon, mais on sait qu'il y a eu chez ces personnalités un désir de se comprendre autrement que dans quelque chose de très prosaïque, parce que c'est vrai, j'ai toujours déploré le fait qu'on n'ait pas d'enseignement de sociologie dans nos pays, parce que cela prête justement à un certain nombre d'esprits dépités, parce qu'il faut comprendre, j'ai dit qu'il faut contextualiser. Elle est déçue que son pays vote Front National. On le comprend.
Mais dans la recherche de bouc émissaire, il faut qu'on fasse attention à ne pas, pour tuer une souris, brûler le château. Enfin, je ne sais pas quoi. Qu'est-ce qu'on veut exactement? Et pour moi, Joëlle Ursule, voilà, ça nous imposait de réagir parce que Joëlle Ursule est une personnalité de la culture qui a pris des positions. Et elle est courageuse dans ce sens-là. Elle n'a jamais laissé passer de grands événements sans se prononcer, contrairement à beaucoup d'autres qui consomment la société coloniale sans rien dire. Donc, de ce côté-là, quand je lui ai dit au départ que j'apprécie son travail, que j'aime ses chansons, que je l'ai eu sur le plateau et que cela a été aussi avec beaucoup de plaisir, eh bien, je lui dis là qu'il faut que nous, qui sommes responsables de nos sociétés, c'est pour cela que nous nous parlons, eh bien, que nous fassions attention à ne pas déconstruire ce que nos aînés, justement, que nous aimons beaucoup, ont mis autant de temps à construire. Monsieur Nicole? Oui. Non, moi, je crois que Madame Joëlle Ursule s'est un peu affolée. Parce que c'est une minorité. C'est 9000 voix, 9000 personnes. Oui, c'est une minorité qui a voté donc Front National, RN. Par conséquent, je pense qu'il y a des problèmes beaucoup plus importants à régler dans nos sociétés. Surtout actuellement, en Guadeloupe qu'en Martinique. Oui. Avec notre jeunesse qui est en dérade. Voilà. Voilà. Avec nos jeunes qui partent, 1500 jeunes par an, avec cette population. 4000 jeunes en Martinique par an, en Guadeloupe tout autant. Oui, avec cette population qui ne fait plus d'enfants, avec ce problème de chômage, de délinquance, avec etc. la substitution de population qui est opérante. Voilà. Par conséquent, je pense qu'il faut enfin j'invite, je pense que, je ne sais pas, je dis ça comme ça, je pense qu'elle va se ressaisir parce que nous avons beaucoup de choses à faire ensemble, à réfléchir pour que, justement, le Front National, les RN, comme on dit maintenant, reculent, que nous devons faire un travail ensemble, indo-martiniquais comme afro-descendants, pour qu'on puisse mettre en place une politique qui nous permette de vivre ensemble, justement, de chasser les vieux démons du racisme. Mais nous vivons ensemble. Oui, nous vivons ensemble. Nous vivons ensemble dans une relative paix sociale. Ce matin, j'ai eu un coup de fil de monsieur Elie Chitalou. Alors, je dois vous dire que j'ai essayé d'inviter les gens, mais voilà, ils sont en Guadeloupe, c'est difficile, donc ils ont décliné l'invitation, mais s'ils sont de passage, on pourra les rencontrer. Et je pense que j'ai envoyé un email à Joëlle Ursule, mais pas à la bonne adresse, parce que quand j'ai tapé Joëlle Ursule sur Facebook, il y a eu plein de... Voilà, donc j'ai dû pas envoyer... Mais ça veut dire que si Joëlle Ursule avait été d'accord, elle aurait été sur le plateau. Surtout ces détails. Alors, ce que me disait M. Elie Chitalou, c'est que ce sont des minorités de la sphère publique et culturelle. Il a parlé d'Ibo Simon, et là maintenant de Joëlle Ursule, de la sphère intellectuelle, d'une certaine sphère politique, qui sont en train de créer l'existence d'un problème indien à la Guadeloupe. Donc il était plutôt de dire qu'il a toujours grandi avec autour de lui des Afro-descendants ou des Africains, et qu'il n'y a jamais eu de problème entre eux, que M. Max Ripon, qu'il m'a cité, disait ou dit « nous pas qu'ensemble, mais nous ensemble ». Ça veut dire que, voilà, c'est quelque chose de... Alors, nous, pas qu'ensemble, c'est vrai, pas beaucoup. Là, ce sont des mélanodermes, hein, d'un côté comme de l'autre. Peut-être que la texture du cheveu, c'est aussi dans l'apparence, mais sur la culture, on se ressemble quand même de plus en plus. Hein. Et puis, il y aurait un Gopio en Guadeloupe qui verse dans la culture, qui a tendance à dire aux Guadeloupéens qu'il faut se créer en communauté contre les autres qui seraient... leurs ennemis, etc. Donc, M. Elie Chitalou nous dit qu'il rejette les postures qui cherchent à opposer Indiens et Noirs et qu'il ne voit pas l'intérêt de développer une telle posture au sein de la population qui vit, pour lui, les Indiens et Nègres vivent ensemble. Il ne comprend pas cette espèce d'éclaboussure. Et puis, sur la question des terres, ils disent oui, au moment où les Africains sont libérés, c'est vrai que leur premier réflexe a été de se détacher de tout ce qui leur rappelait leur servitude et que beaucoup ont délaissé la terre, surtout qu'on avait l'idéologie, dans l'idée qu'il faut devenir fonctionnaire pour se détacher de la condition servile.
Mais les Indiens qui, eux, n'avaient pas de place, etc., sont restés attachés à la terre, sont restés attachés à la langue et sont petit à petit se sont enrichis d'ailleurs par la terre et ils ont acheté des terres, ils ne les ont pas reçues en cadeau, mais dans un premier temps, ils ont été des petits colons, enfin en colonnage ou en association, comme les Africains et les Afrodescendants l'ont été. Et puis, il dit qu'il y a des Indiens riches, des Indiens pauvres, que l'argent, que sur le plan économique, l'argent des Indiens reste aux Indiens. Voilà. Donc, je ne sais pas, je vous ai interrompu pour dire tout ça parce qu'il faut vraiment qu'on essaye de circonscrire cette question-là. Non, simplement, j'allais dire qu'en fait, il y a une politique culturelle aussi qui doit être menée pour que les différentes ethnies du pays apprennent à se connaître, à connaître leur histoire surtout, et pour qu'ils puissent enfin être apaisés avec eux-mêmes, parce que pour moi c'est ça. Hein. Oui, c'est important. Mais on disait aussi qu'à la Martinique, le buste de Gandhi a beaucoup gêné et gêne encore beaucoup, parce que, alors vous savez que sur les réseaux sociaux, il y a toute une problématique de l'existence de Gandhi en Afrique, qui est vécu comme un raciste, et beaucoup de ses propos anciens sont cités. Et au Ghana, par exemple, à l'université du Ghana, il y avait une grande statue de Gandhi qui a été déboulonnée il n'y a pas très longtemps. Et on a vu sur les réseaux dire qu'il fallait faire la même chose aux Antilles. Je sais qu'en Guadeloupe, il y a eu un problème au niveau de leur... ils ont aussi un buste de Gandhi, je crois. Oui. En tout cas, un symbole. Et puis, à la Martinique, le buste de Gandhi a été déboulonné une première fois. Je ne sais pas pourquoi, pour quelle raison. Et il y a des gens aujourd'hui qui parlent de la nécessité de le déboulonner à nouveau ou de le sortir de là. Est-ce que vous pouvez dire rapidement, parce que malheureusement on nous fait signe que c'est presque fini, nous raconter un peu comment ce buste a été posé là? Alors très rapidement, lors de la commémoration des 150 ans de présence indienne à la Martinique, le président de l'association culturelle martiniquaine, Guy Gamès, avait donc mis en place un programme pour fêter cette commémoration de l'arrivée des Indiens en Martinique et avait donc écrit à l'ambassade de l'Inde pour dire que nous fêtons les 150 ans de présence indienne. Les 150 ans de présence indienne. Alors, l'ambassade de l'Inde a dépêché son secrétaire aux affaires culturelles et nous a proposé d'installer un buste en Martinique. Bien entendu, l'association a eu un entretien avec M. Letchimi, qui était maire de la ville à l'époque, pour savoir s'il est d'accord pour qu'on puisse installer le buste, puisque le buste était installé à Fort-de-France. Donc, le jour de l'inauguration de ce buste, j'étais présent ce jour-là. Il y avait là donc le maire Serge Letchimi, le secrétaire aux affaires culturelles de l'ambassade de l'Inde et Aimé Césaire. Après le discours du secrétaire aux affaires culturelles et l'intervention de Serge Letchimi, il dit je ne sais pas, mais j'aurais aimé avoir un avis d'Aimé Césaire. Je ne sais pas s'il va vouloir répondre. Et il tient le micro à Aimé Césaire. On était debout à la Croix-Mission, autour du buste. Aimé Césaire prend le micro et il dit, en gros, en fait, c'est une très bonne chose d'installer ce buste ici, parce que la société... Donc à la Croix-Mission. À la Croix-Mission, enfin, en Martinique, en tout cas. En Martinique. Parce que la société martiniquaise gagnerait à connaître la civilisation indienne. Et il serait intéressant qu'on enseigne le tamoul à l'université. Voilà. Alors, je trouve que c'était une intervention extraordinaire. Mais ça va dans la ligne de son ouverture. Hein. Voilà. Donc voilà l'histoire de l'installation du buste à la Croix-Mission. Alors, on vous en parle parce que je sais que dans certains milieux très organisés, ça a créé des débats, mais vous n'imaginez pas de quel ordre, qui m'ont stupéfié.
Et deuxièmement, j'entends très récemment, depuis l'affaire du Ghana, qu'il faut déboulonner aussi ce buste. Et je ne sais pas si nous ne sommes pas battus assez pour avoir des symboles africains à la Martinique, mais je pense que tant qu'il n'y en aura pas, nous serons dans la concurrence des représentations, des symboles, et c'est dommage. Alors, sur la question du racisme de Gandhi, personne n'a dit le contraire. Gandhi est quelqu'un de sorti d'une société de caste, d'une caste favorisée, qui a été extrêmement, qui est raciste même envers les Indiens de l'Inde, des castes inférieures, et qui plus est, a grandi dans une société d'apartheid en Afrique du Sud, et tout son projet a été de se démarquer, de démarquer les Indiens, des nègres, etc., qui étaient d'une condition inférieure. Donc tout ça, encore des éléments de contexte qu'il faut prendre en compte et séparer de la période où Gandhi rentre dans son pays, comprend ce qui se passe et commence à combattre le colonialisme et à remettre en question un certain nombre de ses positions. Ça ne signifie pas qu'il se soit amendé absolument. On est ce qu'on est, une fois fabriqué, vous voyez. Mais Gandhi a fait beaucoup de choses qui mériteraient effectivement qu'on se pose les questions de savoir comment il a réussi à se débarrasser du colonialisme le plus puissant de la planète depuis l'émergence des Européens. Ça, pour moi, ça serait une des choses sur lesquelles on pourrait s'interroger. Alors, est-ce qu'il y a un racisme comment est-ce que vous voyez la question du racisme? Il faut vraiment qu'on se termine. Hein, Michel Bonama? Bon, alors, de toute façon... pas forcément du racisme. Dites-nous, on va faire comme ça, je vous donne la parole tous les deux pour que vous fassiez une sorte de conclusion, mais qui intègre votre manière de voir et ce que nous avons à faire ensemble, en fait. Alors, pour moi, nos sociétés insulaires qui sont marquées dans leur ADN par le colonialisme, dans sa partie esclavage et immigration, oui. Et nos sociétés ne peuvent s'émanciper que par l'éducation. En d'autres termes, une réappropriation et la plus réaliste, objective, et de notre passé et des faits culturels autour desquels il y a un consensus, ce qui me permet de faire peuple, qu'il soit d'origine indienne, africaine, européenne, à partir du moment où finalement la société considère que ce patrimoine-là lui appartient et on l'approprie comment? On s'approprie par rapport à connaître, l'approcher, hein, c'est ça. Et c'était un peu l'objectif que nous avions au départ, hein, travailler dans le champ culturel. Nous n'étions pas des hommes de chapelle, nous étions davantage des gens, des acteurs culturels qui découvraient des éléments de notre patrimoine que nous ignorions et cherchaient à le restituer à l'ensemble de la société, à le mettre en partage. D'accord. Alors, pour aller vite, j'invite la population à lire ce bouquin de Gandhi, « Tous les hommes sont frères ». Il écrit « Tous les hommes sont frères ». Et dans ce livre, je note qu'en Afrique du Sud, il y avait entre les Boers et les Zoulous un conflit. Et les Boers massacraient les descendants d'Hollandais, je crois, les Boers, massacraient les Zoulous. On a demandé au Mahatma Gandhi quelle est sa participation dans cette affaire. Il a constitué un corps d'ambulanciers avec des Indiens pour secourir les Zoulous. Les Zoulous, c'était des Noirs. Oui. Et je lis rapidement ce petit passage où il dit comment sa joie de toute façon, j'étais de cœur avec les Zoulous. On devinera donc ma joie lorsqu'arrivé au quartier général, j'appris que nous aurions pour tâche principale de soigner les Zoulous blessés.
Oui, mais c'est vrai que dans ces situations-là, on ne relève, quand on a décidé de diaboliser quelqu'un, ceci dit, on n'excuse pas le racisme de Gandhi comme on n'excuse pas le racisme de la société indienne. La société indienne, depuis qu'elle a été colonisée par les Occidentaux, est une société racisée à l'extrême. Et aujourd'hui, les Noirs ont raison. Et il ne le faut pas. Il y a de grandes communautés indiennes en Afrique, notamment au Kenya, etc. On n'a jamais entendu les Africains prendre je ne sais quel bâton et courir chasser les Indiens. Donc c'est vrai que pour le moment, ça se fait un petit peu de manière unilatérale, mais il faut dénoncer ce racisme de la société indienne qu'on reconnaît, mais comme je vous l'ai dit, pas transposé comme ça de manière tout à fait non sociologique, sans explication claire, des réalités qui ne sont pas celles de chez nous. Il faut faire attention à ça. Et parfois, on est victime de victimes. Et entre minorités, parfois on se tape dessus, alors que la majorité, elle, continue allègrement à jouer la solidarité et à se présenter comme étant la composante sage. Donc moi, avant de vous quitter, puisque vraiment les feux clignotent tellement que je vais vous signaler, là où je raconte véritablement l'histoire des relations entre Noirs et Indiens, et puis aussi Békés. La société, là c'est d'abord l'indo-antillais entre Noirs et Békés, et la société martiniquaise entre ethnicité et citoyenneté, c'est-à-dire comment finalement le projet qui est le nôtre, c'est de devenir des citoyens qui ont dans leur espace privé le droit et l'accès à leurs racines. Et on ne peut pas dire aux gens qui sont créoles et les priver de ces racines quand d'autres dans le même champ social ou spatial, eux ont le droit à leurs racines. Donc, devenir des citoyens, c'est avoir un projet de société en commun et s'y tenir, ce que nous faisons, et laisser les gens dans leur espace privé décider qu'ils ont une culture qu'ils aiment, qu'ils ont envie de préserver et qu'ils la vivent entre eux sans que leur citoyenneté n'en soit affectée, ni gênée, ni que on essaye par des tentatives de prise de pouvoir sur les uns et les autres, de dire voilà ce qu'il faut faire, comme dans notre système éducatif, qui est véritablement une barbarie. Obliger les gens à ne se penser qu'en termes de français alors qu'ils ont une réalité qu'ils ont envie de connaître. D'ailleurs, si on était dans un système scolaire un petit peu plus juste, il y a beaucoup d'erreurs que les uns et les autres n'auraient pas commises. Voilà, j'espère qu'on vous a dit un certain nombre de choses. J'ai beaucoup parlé parce que c'est vrai, j'ai beaucoup travaillé sur ces questions-là et elles me préoccupent beaucoup. Quand je vois ressurgir nos vieux démons, je me dis attention. Donc je remercie mes invités. Je remercie Zouk TV de nous avoir encore une fois aidé à faire cette émission. Donc Yannick, François à la technique, Manuela qui est chargée de communication et puis Monsieur Granier qui est donc le directeur de cette télé. Merci à tous. N'oubliez pas de venir en aide à Zouk TV qui a besoin de nous. Bonne soirée ou bon après-midi.